Bonjour à tous, on va voir donc un petit peu l'organisation de ce cours. Je vous rappelle d'abord que l'ensemble des vidéos du cours, donc le PowerPoint et les commentaires ainsi que les documents que nous examinerons pendant le cours sont disponibles sur ma chaîne YouTube, donc Raphaël Lugan. Vous les trouverez un petit peu classés par thématique, et puis vous avez un dossier, donc une playlist qui est réservée donc, au cours sur l'agronomie. Alors, regardons un petit peu le plan du cours. Donc un premier chapitre assez long fera guise d'introduction et nous verrons les bases de la production agricole. Ensuite, nous verrons l'impact et la gestion du sol. Donc, c'est un morceau un petit peu théorique aussi sur le fonctionnement du sol, avant d'aborder les questions de travail du sol et d'entretien du sol. Nous parlerons ensuite des principes de fertilisation. Nous verrons comment calculer une fertilisation azotée, une fertilisation phosphore et potassium. Et puis nous verrons l'impact et la gestion des facteurs climatiques sans trop rentrer dans le détail, parce que là, bon, il s'agit vraiment de physique des fluides, de transfert thermique, etc. Donc on verra simplement les principes fondamentaux du climat et de la météo. Et puis nous ferons un chapitre de conclusion et de perspective, en particulier en abordant la question, assez rapidement quand même, de l'agronomie de précision. Alors, d'abord, avant de commencer, je veux préciser que c'est un cours d'agronomie, d'initiation à l'agronomie. Donc, on abordera très peu les productions animales, on se concentrera sur les productions végétales, puisque c'est vraiment la base fondamentale de l'agriculture. Nous verrons très peu également les aspects socio-économiques. Toute une branche de l'agronomie concerne à la fois les marchés agricoles, mais aussi les pratiques des agriculteurs, ou leur système même de croyance. Ça, c'est quelque chose qu'on évoquera peut-être de façon occasionnelle, mais sans approfondir. Alors, commençons avec les bases de la production agricole. Donc, ce premier chapitre est tout d'abord un avant-propos sur l'agriculture et la civilisation, comment notre espèce, en fait, a changé presque de nature après avoir inventé et pratiqué l'agriculture. Donc si on prend un petit peu de recul pour comprendre notre espèce d'un point de vue biologique, eh bien on voit que les premiers, disons, les premiers grands singes à marcher debout sont apparus il y a quelques millions d'années. Et également, ce sont des animaux qui ont commencé à fabriquer des outils de façon suffisamment remarquable pour que déjà on puisse voir une différence assez nette avec les outils qu'utilisent d'autres animaux, comme les autres grands singes, à l'heure actuelle, hein, les chimpanzés par exemple, ou certains oiseaux, les corbeaux, etc. Puisque ce sont des outils qui sont vraiment fabriqués, pas simplement prélevés tels quels, mais relativement modifiés, en particulier les bifaces, hein, donc qui sont des cailloux qui sont taillés sur les deux côtés de façon à créer une lame tranchante. Donc on fait remonter l'origine de notre espèce à cette première bifurcation, donc la bipédie, la marche sur les pattes arrière, et la fabrication d'outils plus ou moins raffinés. Ensuite, on a le genre Homo, donc nous sommes Homo sapiens, hein, il y a eu d'autres espèces, beaucoup en fait, dans le genre Homo, nous sommes les seuls existants aujourd'hui. On remonte à peu près à 3 millions d'années. Et si on regarde l'invention de l'agriculture il y a à peu près 10 000 ans, eh bien on voit effectivement que ça représente à peine l'épaisseur du trait sur toute la durée d'évolution biologique de notre espèce dans ses écosystèmes. Maintenant, si on zoome un petit peu sur le dernier million d'années, ça permet de se concentrer sur une espèce en particulier qui était Homo erectus, qui a donné d'ailleurs beaucoup de sous-espèces, puisque c'est le premier grand singe qui est sorti d'Afrique. Alors c'est déjà un être humain, hein, primitif si on veut, mais qui s'est différencié en sous-espèces. On a trouvé l'homme de Flores, par exemple, sur une petite île en Asie, qui était nain, hein, qui était tout à fait de petite taille. On a des humains, des Homo erectus en Europe, on en trouve dans d'autres régions de l'Asie et bien sûr en Afrique. Donc c'est une espèce qui a eu un certain succès en fait et qui s'est déjà répandue sur une grande partie de la planète.
Un jalon dans l'histoire de Homo erectus, c'est la maîtrise du feu, donc l'invention des techniques de production du feu, de conservation du feu et d'utilisation du feu. Et cette innovation technique a eu un impact assez radical sur la biologie humaine, puisqu'elle a entraîné un raccourcissement de la mâchoire, une augmentation de la taille du cerveau, donc on parle d'enroulement de la face, hein, on a la mâchoire qui rétrécit et le front qui grandit, avec une cavité crânienne qui s'agrandit, une taille du cerveau de plus en plus grande, mais également donc sans doute l'utilisation, la fabrication de nouveaux outils, donc des innovations aussi culturelles très nombreuses. Et notre genre Homo sapiens donc apparaît il y a environ 300 000 ans. Et vous voyez que même si on reste à l'échelle d'Homo sapiens, le néolithique, c'est-à-dire la période postérieure à l'invention de l'agriculture, il y a 10 000 ans, eh bien cette période est très longue et nous avons subi une évolution biologique bien avant l'invention de l'agriculture. Donc tout ça pour dire, pour conclure que la biologie humaine, aujourd'hui, est toujours adaptée à un mode de vie chasseur-cueilleur, et ce sont les pressions de sélection liées, associées à ce mode de vie, qui ont façonné notre biologie, notre patrimoine génétique, nos capacités, etc. Lorsqu'on regarde cette période néolithique, maintenant, on va zoomer donc sur les 10 derniers milliers d'années, les 12 derniers milliers d'années, puisque c'est moins de 10 000 ans, hein, à peu près, l'apparition de l'agriculture. C'est un processus qui s'étale sur plusieurs milliers d'années. On manque beaucoup de documents archéologiques hein, pour pouvoir vraiment comprendre comment tout ça est arrivé, mais enfin, on a les traces de première agriculture il y a 12 000 ans, et les premiers villages, les traces de premiers villages seulement il y a à peu près 6 000 ans. L'agriculture a entraîné de très nombreux changements culturels et beaucoup d'innovations technologiques, en particulier deux qui sont très importantes. C'est l'invention de la métallurgie, en commençant par le travail du cuivre pour produire des outils, en particulier des outils agraires pour l'agriculture, et bien sûr l'invention de l'écriture, qui marque l'entrée de notre espèce dans l'histoire, le reste étant la préhistoire, ce qui est postérieur à l'invention de l'écriture, il y a environ 3000, 4000 ans. On a coutume d'appeler l'an zéro aujourd'hui le début de l'ère commune, et donc on va voir une révolution à peu près équivalente en ampleur et en conséquence à l'invention du feu et à l'invention de l'agriculture, il y a seulement environ 200 ou 300 ans, dans ce qu'on appelle l'ère moderne, avec la révolution scientifique et technique, qui va entraîner ensuite la révolution industrielle et des changements culturels très importants, donc qui se caractérisent en particulier par une alphabétisation de masse et une chute de la fécondité, donc une maîtrise en fait de la démographie. Alors l'agriculture apparaît dans certains foyers qui sont plus ou moins autonomes, on pense, les uns des autres. Le plus ancien foyer, c'est-à-dire il y a 10 000 ans avant l'ère commune, hein, 10 000 ans, 10 000 AEC, c'est dans le croissant fertile, donc quelque part entre les fleuves du Tigre et de l'Euphrate au Moyen-Orient, hein, dans ce qui est aujourd'hui devenu l'Irak, avec la culture du blé, de l'orge, de légumes secs comme les pois et les lentilles. Il y a un foyer autonome d'apparition de l'agriculture en Chine, 5000 ans avant l'ère commune, avec des traces de culture du millet, du soja et bien sûr du riz. Mais également, sans doute, des foyers autonomes en Afrique, avec la culture du sorgho, donc quelque part en Afrique occidentale. Et en Amérique centrale, donc 2700 ans avant l'ère commune, on trouve des traces de culture, du piment, des courges, du millet et du maïs. Et donc l'hypothèse à l'heure actuelle, c'est que ces foyers d'innovation agricole ont diffusé cette technique et ce nouveau mode de vie assez lentement, donc au fil des centaines et des milliers d'années, à d'autres zones, donc comme l'Europe en particulier, hein, qui n'a pas inventé l'agriculture, mais qui l'a reçue du Moyen-Orient, le nord de l'Afrique avec le bassin du Nil,
tout le sud-est asiatique, l'Inde et bien sûr l'Amérique du Sud et des foyers aussi d'agriculture en Amérique du Nord avec certaines nations indiennes. Donc la diffusion vers la vallée de l'Indus, hein, c'est-à-dire vers l'Inde à partir du croissant fertile, donc on pense qu'elle a eu lieu 7000 ans avant l'ère commune et que l'agriculture a atteint l'Égypte 6000 ans avant l'ère commune. Il y a un certain nombre d'innovations agricoles remarquables, hein, en particulier dans le croissant fertile avec la civilisation des Sumériens, et puis ensuite des Akkadiens, des Babyloniens, etc. Donc qui sont des cultures qui se sont succédées en fait et ont pris le leadership dans cette région du Moyen-Orient. Euh, Parmi ces innovations, on doit citer d'abord les techniques d'irrigation, hein, dont on a des traces 5500 ans avant l'ère commune, et puis comme je l'ai déjà mentionné, la métallurgie du cuivre, puis du bronze et du fer, donc 3000 ans environ avant l'ère commune. Donc vous avez ici une frise chronologique qui vous situe différentes grandes civilisations agricoles. Vous remarquez donc qu'elles s'organisent toutes autour de fleuves, hein, fleuves qui vont servir évidemment à l'irrigation, mais qui sont aussi tout simplement des bassins de production très fertiles, puisque les sédiments, les limons laissés par les crues et les décrues de ces grands fleuves produisent des terres tout à fait faciles à cultiver, très productives. Donc on a les Sumériens, hein, la plus ancienne en fait civilisation connue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu avant, hein, mais il n'y a pas de traces archéologiques de civilisation avant les Sumériens. Civilisation très impressionnante, hein, on va le voir, qui a à peu près tout inventé. Donc civilisation autour du Tigre et de l'Euphrate, hein, les deux grands fleuves d'Asie mineure. En Chine, ça s'est organisé évidemment d'abord autour du grand fleuve, le fleuve jaune, en Égypte autour du Nil, et au Pakistan, ou au nord de l'Inde, disons, autour de l'Indus. Donc ces civilisations, vous les avez ici, vous avez les Sumériens, hein, qui donc ont duré de moins 4000 ans à moins 500 ans à peu près, avant l'ère commune. Les Crétois, donc la civilisation minoenne, comme on l'appelle, donc puisqu'ils avaient un culte du taureau, du minotaure, eh bien, est très ancienne également. Elle commence à peu près en moins 3000. Les Égyptiens commencent un petit peu après et ont donné une civilisation très longue aussi. Ensuite, on a les Hébreux qui ont eu une histoire un peu particulière puisqu'ils sont devenus migrants, si on veut, nomades. Et puis les Phéniciens, des marchands très connus. Ensuite, la civilisation grecque et puis la civilisation romaine qui lui a suivi. Vous voyez que tout ça s'étale sur des centaines et des milliers d'années. Donc ce sont des civilisations très importantes, avec chacune des profils culturels différents, et on peut suivre une certaine filiation dans l'évolution, par exemple, des croyances religieuses entre ces différentes civilisations. On va retrouver dans la Bible énormément d'influences des religions babyloniennes, par exemple. Et voilà, donc on a des échanges entre ces civilisations agricoles. Alors, de façon un petit peu contre-intuitive, l'invention de l'agriculture s'est traduite par ce qu'on appelle la révolution néolithique, puisque c'est une révolution culturelle très importante, révolution des modes de vie, euh, des, des façons de concevoir la vie même en groupe, hein, en société. Donc cette révolution s'est traduite par un affaiblissement du bien-être individuel, sauf pour une élite, une petite oligarchie qui a pu émerger dans ces nouvelles structures sociales agricoles. Et c'est ce que résume Jared Diamond dans cette phrase, donc qui est lui un historien et un biologiste, c'est que 10 paysans mal nourris sont néanmoins plus forts qu'un seul chasseur en bonne santé. Donc révolution néolithique se traduit par un abaissement du bien-être individuel, mais par une augmentation radicale de la puissance collective, ce qui peut expliquer pourquoi les sociétés ne sont pas redevenues des chasseurs-cueilleurs et que l'agriculture est diffusée ainsi à travers le monde. Alors pour bien comprendre ça, il faut voir quelles sont les conséquences de l'agriculture à un niveau très simple, très fondamental.
ce qu'on pourrait appeler les effets anthropologiques de l'invention de l'agriculture, eh bien d'abord, évidemment, c'est une certaine sécurité nutritionnelle. Sur le plan quantitatif, l'agriculture permet de produire des graines qui peuvent être séchées, conservées et stockées, d'avoir donc des surplus, des réserves, et d'ailleurs d'alimenter une partie de la population qui peut faire autre chose que de l'agriculture. Donc on va avoir l'apparition de nouveaux métiers, de nouveaux corps sociaux, dans l'artisanat, dans le commerce, puis dans des professions même, disons, intellectuelles, si tant est que ça ait un sens à l'époque, mais on va le voir un petit peu après. Sur le plan qualitatif, tout ça essaie de s'équilibrer en associant différents types de végétaux, donc des graminées, qu'on appelle les poacées aujourd'hui, qui fournissent des glucides, hein, donc les grains de blé, les farines, etc. Des légumes secs qui vont pourvoir en protéines, et puis des plantes à huile qui vont fournir un certain nombre de lipides. Et cette sécurité nutritionnelle a pour conséquence une explosion démographique, c'est-à-dire une explosion de la natalité. Donc c'est ça la conséquence fondamentale qui va donner aux sociétés agricoles une puissance au fil des centaines d'années et des millénaires, hein, une puissance incomparable, c'est cette explosion démographique qui est permise par la constitution de stocks et de surplus. Le côté négatif de cette invention de l'agriculture va concerner d'abord la sédentarisation. Donc on passe de sociétés très mobiles, qui sont à la fois très fluides dans leur structure sociale et dans leur comportement, donc avec des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui forment des clans un peu autonomes, qui peuvent aller explorer d'autres contrées, qui peuvent se retrouver à l'occasion de fêtes religieuses pour des mariages ou pour des opérations de chasse massives, et puis ensuite à nouveau se séparer, etc. Eh bien, on va passer de ce type de société à des sociétés sédentaires, qui s'approprient un territoire sur lequel elles exercent l'agriculture, en constituant des villages, puis des villes, et même enfin des États. La contrepartie également de l'agriculture par rapport à un mode de vie chasseur-cueilleur, c'est l'invention d'un travail répétitif, avec des postures corporelles qui sont peu naturelles, donc en ce qui concerne le labour, de transporter des charges lourdes, etc. Là où des chasseurs-cueilleurs ont des activités extrêmement diversifiées, des compétences très variées, que ce soit en termes de fabrication, de vêtements, d'outils, d'abris, par les techniques de pêche, de chasse, de cueillette. Eh bien, cette grande diversité va laisser la place à un travail beaucoup plus simple, beaucoup plus répétitif. On doit noter également que l'invention de l'agriculture, donc la maîtrise, disons, des populations végétales, s'est vite accompagnée de l'élevage, avec donc la domestication d'un certain nombre d'espèces. La première espèce domestiquée est le chien, qui descend du loup il y a environ 12 000 ans, et très vite ensuite ont suivi la domestication des chèvres, des moutons, des porcs, puis des bovins. Et ça a entraîné, et puis il faudrait citer également les volailles, hein, ça a entraîné un contact permanent des populations humaines avec des populations animales, ce qui a permis le transfert d'un certain nombre de pathologies des réservoirs animaux vers les réservoirs humains. Donc on est en plein dedans aujourd'hui avec les histoires de Covid, de grippe, etc. C'est une vieille histoire que la transmission des populations animales vers les populations humaines. Tout ça va entraîner de nouvelles pathologies qu'on observe concrètement dans les documents archéologiques, donc les os, les dents qui sont retrouvées, etc., avec des traces de caries. Donc, avant l'invention de l'agriculture, les humains n'ont pas de caries. Ils ont une alimentation très diversifiée, avec beaucoup de viande, beaucoup aussi de cueillettes, de fruits, de baies, de légumes, des racines de toutes sortes. Ce qui caractérise l'espèce humaine, c'est vraiment sa capacité à presser son environnement comme un citron. C'est vraiment Homo sapiens se distingue d'Homo erectus, par exemple, en ce que Homo erectus était en équilibre assez de longue durée avec son environnement, et il était bien intégré dans ses écosystèmes. Et à partir d'Homo sapiens, donc, on voit apparaître des comportements visant à utiliser toutes les ressources disponibles, toutes les ressources alimentaires en particulier. Et donc, évidemment, ça fait de nous des omnivores, et des omnivores avec un régime alimentaire extrêmement varié. L'invention de l'agriculture va nous faire tomber dans une alimentation beaucoup moins diversifiée, beaucoup plus pauvre en fait,
avec beaucoup trop de sucre, ce qui va entraîner l'apparition de caries. Donc on constate ces infections dentaires liées à la consommation de glucides. On a des symptômes également de malnutrition liés à ces déséquilibres. On voit des maladies infectieuses qui sont liées à la sédentarité, c'est-à-dire la promiscuité dans des villes et des villages. Donc des maladies qui vont se transmettre plus facilement que lorsque on a des petits clans éparpillés sur tout un territoire. Donc la tuberculose, la syphilis, hein, une maladie syphilis qui est sexuellement transmissible. On voit apparaître des traces de grandes épidémies, la lèpre, la variole, la peste, la rougeole. Beaucoup de ces maladies sont issues de pathogènes qui affectaient d'abord des animaux. Et enfin, dans les squelettes, on voit apparaître de l'arthrose et des maladies dégénératives liées à ce travail répétitif et peu naturel pour le corps humain. Donc tout ça entraîne en fait une mortalité infantile assez élevée, hein, des conditions d'hygiène et de vie qui ne sont pas terribles, et une espérance de vie qui diminue. On voit même la taille des individus baisser de 10% par rapport aux populations de chasseurs-cueilleurs avant l'invention de l'agriculture. Il faut également noter l'occurrence assez rare mais dramatique de famine. C'est-à-dire que si une récolte est perdue, si des grains sont mal conservés, s'il y a trop de souris, trop de charançons, etc., trop de champignons, ou si une année il pleut trop ou pas assez, eh bien on peut avoir des morceaux entiers de la population qui disparaissent, qui meurent tout simplement de faim. Donc vous voyez un effet ambivalent de l'agriculture avec cette explosion démographique, cette capacité à fabriquer de nouveaux types de sociétés mieux structurées, beaucoup plus grandes, avec beaucoup plus de gens, et en parallèle, finalement, un abaissement de la qualité de vie des individus. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut nous servir dans une certaine mesure de leçon pour essayer de simplement comprendre ce qui peut se passer avec les révolutions techniques. Les révolutions techniques actuelles, même celles du passé, on pourrait penser à la révolution industrielle qui a entraîné l'apparition d'une nouvelle classe sociale, le prolétariat, qui vivait dans des conditions fort difficiles, et qui a même entraîné l'apparition de nouvelles idéologies contestataires, le communisme, etc. Eh bien aujourd'hui, on est dans une révolution technologique nouvelle, hein, donc, qui est la numérisation, l'informatisation, les réseaux, l'automatisation, avec des robots qui sont de plus en plus performants, etc. Eh bien, on peut tout à fait imaginer que ces révolutions techniques n'apportent pas un bénéfice évident aux individus et pourraient même entraîner une réduction de leur qualité de vie sans qu'il soit véritablement possible de revenir en arrière ou de le refuser. L'exemple de l'invention de l'agriculture est tout à fait frappant en ce sens. C'est comme s'il s'agissait un peu d'un cadeau, mais d'un cadeau empoisonné, et d'un cadeau empoisonné qu'on ne peut pas refuser. Puisque de facto, toutes les sociétés humaines se sont tôt ou tard converties à l'agriculture. Alors il faut voir également que cette révolution agricole, ces améliorations techniques, ont entraîné petit à petit des gains de productivité qui sont à l'origine de nouvelles organisations sociales. Donc ce qui est tout à fait nouveau avec l'agriculture, c'est que là où une société de chasseurs-cueilleurs doit pratiquer l'ensemble des techniques qui lui permettent de survivre, chaque individu doit... Voilà, il y a des spécialisations hein, qu'on va trouver, en particulier entre les hommes et les femmes. Les femmes vont un peu plus se spécialiser dans la cueillette, les hommes beaucoup plus dans la chasse, par exemple. Et d'ailleurs, il y a un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire des différences physiques qui sont dans les deux sexes qui permettent de comprendre cette spécialisation des tâches. Mais finalement, tout le monde fait un peu de tout. Et vous n'avez pas une segmentation de la société très claire. On va avoir évidemment des individus plus ou moins dominants dans le groupe social. Ce sont des choses qu'on retrouve aussi chez les grands singes. Hein. Il y a une hiérarchie sociale avec des mâles alpha, des femelles alpha, et puis toute une hiérarchie en dessous. Et bien là, on va voir apparaître des organisations sociales radicalement différentes, avec des spécialisations donc d'individus. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Alors, une des premières conséquences de l'agriculture, c'est l'invention de la propriété privée. Là où les sociétés de chasseurs-cueilleurs sont plutôt souples sur la propriété, il y a peu de choses à posséder, et puis ce sont des sociétés qui sont
en équilibre relatif avec leur environnement, qui fait que finalement, elles ne manquent jamais de rien. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs sont des sociétés d'abondance. Euh, eh bien, là, on va avoir l'invention de la propriété privée, parce que cultiver un champ, c'est difficile, et se pose la question de l'héritage. Comment transmettre aux enfants le patrimoine foncier, les terres. Euh, eh bien, tout ça va impliquer de nouveaux systèmes familiaux, avec des règles d'héritage qui changent. Et on voit d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant, un abaissement progressif du statut social des femmes après l'invention de l'agriculture. Alors au fil de centaines et de centaines d'années, hein, c'est pas quelque chose qui s'est fait radicalement d'un seul coup, mais cette modification des systèmes familiaux a entraîné une baisse du statut social des femmes qui était élevée chez les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Donc on a tous dans la tête le cliché d'un homme préhistorique qui tient une massue dans une main et qui traîne une femme par les cheveux avec l'autre main dans sa caverne. Hein. C'est totalement faux. Les sociétés chasseurs-cueilleurs primitives sont des sociétés peu stratifiées socialement, et les hommes et les femmes ont des rôles différents, mais des statuts sociaux qui sont similaires. C'est-à-dire la dominance ne se fait pas selon le sexe. Et ce statut social des femmes va baisser avec l'invention de l'agriculture. C'est tout à fait frappant. Et c'est finalement dans les territoires où l'agriculture a été inventée il y a le plus de temps, Moyen-Orient, Asie, etc., que vous allez trouver le statut social des femmes le plus abaissé. Donc ça, c'est quelque chose aussi de tout à fait intéressant. Bon, c'est un sujet d'actualité avec le rôle des femmes dans la société qui a beaucoup changé et qui est encore en train de changer. Mais c'est une erreur de penser que les hommes préhistoriques ou les sociétés primitives étaient misogynes. Et évidemment aussi, conséquence, la stratification sociale avec l'apparition, eh bien, tout simplement de nouveaux corps de métier. On va avoir des gens qui peuvent se consacrer à autre chose qu'à l'agriculture ou qu'à la survie. Vous allez avoir des classes d'artisans qui vont travailler les métaux, le bois, etc. Vous allez avoir des soldats, donc des individus qui vont se spécialiser dans la guerre. Donc là, il y aurait énormément de choses à raconter aussi sur l'évolution de la guerre avec l'invention de l'agriculture, puisque vous avez une période où des villages sédentarisés accumulent des excédents, arrivent à avoir élevé des animaux, etc. Eh bien, ces villages sont des cibles, évidemment, pour d'autres sociétés qui peuvent se spécialiser dans la prédation, finalement, de ces sociétés agricoles. Et donc, on va voir apparaître des techniques de résistance face au pillage, donc avec l'invention d'enceintes protectrices des villages, puis des villes, etc. Ça va prendre tout son sens, surtout au Moyen-Âge, hein, avec les forteresses en pierre, etc. Et on voit apparaître effectivement une nouvelle classe sociale, qui est la classe des soldats, qui peuvent se spécialiser dans l'art de la guerre, de faire la guerre, soit pour conquérir de nouveaux territoires, voler les réserves agricoles ou les ressources d'un autre clan, ou bien tout simplement se défendre contre des sociétés qui les attaquent. On a également des classes de marchands qui vont commencer à, disons, parcourir des espaces de plus en plus grands et qui vont être à l'origine sans doute aussi de la diffusion des innovations culturelles et techniques. L'apparition de technocrates, de gens qui se spécialisent dans le fait de gouverner. Alors ce sont souvent au départ des noblesses, des aristocraties, c'est-à-dire des paysans qui étaient un peu plus riches que d'autres et puis qui, par effet boule de neige, sont devenus des possédants de premier plan, par exemple, et puis d'autres qui se spécialisent dans le clergé, la religion, les croyances collectives, et vous avez une société comme ça qui devient beaucoup plus complexe, beaucoup plus stratifiée que les sociétés de chasseurs-cueilleurs de départ. Ces organisations sociales se doublent d'innovations politiques avec tout un tas de techniques pour gouverner, l'invention de notions comme l'État, les institutions, le droit, l'invention de la comptabilité, l'invention de la monnaie pour faciliter les échanges, l'invention des marchés, des premières sciences économiques. Ce n'étaient pas des sciences, évidemment, mais des premières réflexions sur la façon dont les échanges doivent être organisés. Comme je l'ai dit aussi, une mutation profonde de la guerre, hein, qui existait avant, mais qui prend une dimension complètement différente.
Et évidemment, des innovations intellectuelles, au premier rang desquelles il faut citer l'écriture, qui, à ce qu'on en sait aujourd'hui, est apparue donc, chez les Sumériens, hein, c'est l'écriture cunéiforme, dans des tablettes d'argile, hein, donc, avec des petits instruments qui permettent de faire des signes en forme de coin. C'est là que vient le mot cunéiforme, en forme de coin, d'incision, si vous voulez. L'invention des mathématiques pour partager les terres, calculer des surfaces, pour calculer des volumes, des poids. Donc un nouveau système de poids et mesures qui est mis en pratique, donc qui va nécessiter le développement d'outils mathématiques, donc qu'on utilise toujours aujourd'hui, hein. Donc la géométrie, la trigonométrie, toutes les opérations d'addition, soustraction, multiplication, etc. La métallurgie, point très important, que ce soit pour pratiquer l'agriculture ou la guerre, et puis tous les artisanats, donc construction, transport, armes, donc, qui vont se développer avec l'agriculture. Voilà, donc ça termine un petit peu ce point, cette introduction, vraiment, cette introduction de l'introduction, ce point préliminaire, pour bien comprendre ce qu'est l'agriculture d'un point de vue anthropologique, quels ont été ses effets, et finalement nous sommes toujours dans des civilisations agricoles, très modifiées certes, même on pourrait dire qu'on a changé de nature avec l'industrialisation, la révolution industrielle et maintenant la révolution informatique, mais nous sommes toujours sur une base de société agricole et il faut essayer de comprendre quelles sont les conséquences justement de la pratique de l'agriculture, c'est toujours intéressant. Voyons maintenant le premier chapitre réellement de l'introduction. Donc, introduction à l'agronomie et aux productions végétales. Alors, d'abord, bien sûr, quelques définitions, c'est inévitable. Agronomie vient du grec agros, le champ, et nomos, la loi. Donc, c'est la loi du champ, les lois, les logiques qui régissent un champ. On peut dire tout simplement que c'est l'étude scientifique des relations entre les plantes cultivées, le milieu, sous-entendu le sol et le climat essentiellement, et les techniques agricoles, donc c'est la définition du Larousse. Donc l'agronome, qui se spécialise dans cette discipline, cherche à comprendre et à améliorer le fonctionnement des systèmes d'exploitation agricole. On peut produire un schéma de ce type au centre duquel se trouve la plante, dont on cherche à améliorer le rendement et la qualité. Elle est soumise à des aléas climatiques, des aléas pédologiques, mais aussi à son milieu biologique, donc l'ensemble des êtres vivants, des organismes qui interagissent avec elle, que ce soit des parasites, des adventices ou bien des pollinisateurs, par exemple. Et l'intervention humaine va consister à essayer de modifier les propriétés du sol et les propriétés du milieu biologique. On verra que dans une certaine mesure, on peut modifier ou en tout cas atténuer ou contrer certains effets climatiques, même si c'est évidemment pas le plus facile, de façon à obtenir le rendement et la qualité désirés pour la production végétale. Alors, ce qui différencie la science agronomique des sciences dures ou des sciences de la nature, c'est pour ça que j'ai mis science entre guillemets, c'est que, bon, c'est certes une science qui est ancrée dans la biophysique, quand on étudie le climat ou le sol, par exemple, dans l'expérimentation et la modélisation des systèmes sol, plantes, bioagresseurs, mais aussi auxiliaires, que sont les champs cultivés. Et ça en fait plutôt une approche d'ingénierie, c'est-à-dire que les questions scientifiques se fondent davantage sur la résolution de problèmes que sur une théorie. L'agronomie est un domaine artificiel, c'est une production humaine, ça n'est pas un phénomène naturel au sens où on l'entend d'habitude. Il y a également dans les sciences agronomiques toute une dimension d'étude des pratiques des agriculteurs qui sont considérés à ce moment-là comme des objets soumis à des déterminismes socio-économiques, déterminismes sociaux, c'est-à-dire des traditions, des croyances collectives, des pressions démographiques ou culturelles ou politiques, etc. Et bien sûr économiques aussi, avec l'analyse des marchés, l'analyse de la façon dont sont produits et consommés et distribués ces biens agricoles.
L'agronomie, au XXIe siècle, a un certain nombre de défis devant elle, puisqu'il s'agit de continuer à assurer une production suffisante quantitativement, mais aussi de plus en plus une production de qualité, pour essayer de corriger peut-être certains excès dans les techniques de production qui ont été commis en essayant d'augmenter la quantité, de façon à répondre aux besoins alimentaires, mais pas que, hein, parce qu'en agronomie, on va faire également des textiles et un certain nombre de biens, des biocarburants, etc. C'est pas toujours à fin alimentaire, mais c'est le besoin primaire d'une population qui est toujours en croissance. La population humaine va continuer à croître sur Terre en valeur absolue pendant tout le siècle. C'est une population, on peut déjà prévoir que la population humaine va atteindre un maximum et diminuer ensuite. On le voit déjà dans un grand nombre de pays, de régions sur la planète, mais en tout cas, il y a une inertie du système qui fait que la population humaine va continuer à croître. Et donc, en essayant de développer des systèmes de culture qui soient plus efficaces dans l'utilisation des ressources, en particulier de l'eau, mais aussi de l'énergie, des intrants, avec, si possible, en limitant l'impact environnemental, l'impact sur le changement climatique de ces pratiques. Donc, on abordera ça un petit peu plus tard. Donc, cette réduction de l'émission de gaz et de solutés, tels que les nitrates, par exemple, ou les phosphates dans l'environnement, est un point clé de l'agriculture contemporaine et de l'agriculture du futur, de façon à essayer de préserver des ressources que sont le sol et les ressources hydriques. Toujours au rang des définitions, en grande production végétale, il faut savoir qu'un hectare, c'est une surface de 10 000 mètres carrés, c'est-à-dire c'est un carré de 100 mètres de côté. Un ar est un centième d'hectare, c'est un carré de 10 mètres de côté, ça correspond à 100 mètres carrés, donc ce sont les unités de surface utilisées. Et dans les unités de poids, on utilise la tonne ou très souvent aussi le quintal, qui est noté Q. Donc un quintal, c'est 100 kilos, c'est-à-dire que c'est un dixième de tonne. Donc une tonne égale 10 quintaux. Donc les récoltes sont souvent exprimées en quintaux, quintaux de grains, quintaux de blé, etc. Il faut également connaître la définition de la SAU, la surface agricole utile, donc qui comprend les terres arables. Donc les terres arables, ça veut dire labourable, cultivable. Ça vient du latin arabilis. Donc dans les terres arables, on va compter évidemment les grandes cultures, les cultures maraîchères, les cultures fourragères, les prairies artificielles. Il faut également y associer les surfaces toujours en herbe, donc qui servent à l'élevage, les prairies permanentes, les alpages, mais aussi les cultures pérennes, telles que les vignes, les vergers, et aussi, de façon légale, les jardins familiaux des agriculteurs, donc qui produisent des ressources alimentaires pour les agriculteurs. On exclut de la surface agricole utile les bois et les forêts, mais en revanche, on y inclut les surfaces en jachère, c'est-à-dire des terres qui sont retirées pendant une ou plusieurs années de la production, mais qui sont des terres labourables, et donc qui sont comprises dans les terres arables. C'est pas parce qu'une surface cultivable n'est pas cultivée une année donnée qu'on la retire de la surface agricole utile. Au contraire, on l'inclut. Donc parmi les surfaces cultivées, on va distinguer les cultures annuelles et les cultures pérennes. Et puis, parmi les surfaces non cultivées, on va inclure les prairies permanentes, mais aussi les steppes, les parcours, et dans certaines régions du monde, les pampas, les savanes, etc., dans lesquelles le bétail se nourrit. Donc si on représente un peu la SAU, on va avoir à gauche les cultures de vente, parmi lesquelles on peut distinguer les cultures annuelles. Voilà, vous avez les céréales, les oléoprotéagineux, les cultures industrielles comme la pomme de terre, la betterave, les cultures légumières, mais aussi des engrais verts et des pièges à nitrates, donc des cultures qui sont destinées au sol, en fait, à nourrir le sol et pas à être exportées. Ensuite, vous avez les cultures pérennes, les vignes et les arbres fruitiers. Donc tout ça, ça constitue les cultures dites de vente. Et puis vous avez, dans certaines exploitations agricoles, la surface fourragère principale, avec d'un côté les cultures fourragères, telles que les prairies temporaires ou les prairies artificielles. La différence entre les deux, c'est simplement le pourcentage de légumineuses, telles que le trèfle dans la prairie. Donc prairie temporaire, s'il y a plus de 20% de légumineuses, prairie artificielle, s'il y a plus de 80% de légumineuses. Et puis toutes les cultures fourragères, en général.
Et de l'autre côté, donc, les surfaces toujours en herbe, donc, qui sont les prairies permanentes. Alors, ce qu'on appelle les prairies permanentes, c'est quand elles ont plus de 6 ans. Et parmi celles-ci, vous avez les prairies naturelles, c'est-à-dire qui sont tout simplement des écosystèmes normaux à cet endroit-là et qui peuvent servir, d'une certaine mesure, à l'alimentation du bétail. Alors, pour comprendre les grandes productions végétales, il est intéressant d'avoir quelques ordres de grandeur en tête, en particulier avant de réfléchir à l'évolution que devrait ou que pourrait prendre l'agriculture dans les décennies futures, afin de répondre à de nouvelles exigences, de nouveaux défis. Il est très important, à mon avis, de comprendre comment elle est structurée à l'heure actuelle. Et vous verrez que, sans doute, ça ne sont pas les pratiques agricoles dont on parle le plus qui sont le plus répandues. Et donc, c'est sûrement un problème, en fait, d'ailleurs. Alors, commençons à l'échelle mondiale. Alors, mes sources ici, c'est la FAO, hein, c'est la Food and Agriculture Organization, qui est une émanation de l'ONU, qui publie des statistiques. Donc, celle-ci date de 2014-2016. Eh bien, d'abord, il faut savoir que la superficie totale des terres émergées qui est dédiée à l'agriculture est de 38%. Donc ça fait plus d'un tiers des surfaces qui sont dédiées à l'agriculture. Donc si on prend le total des terres émergées, on a 13,4 milliards d'hectares. Eh bien, les terres agricoles représentent 4,9 milliards d'hectares là-dessus. Et les surfaces cultivées, 1,5 milliard d'hectares, c'est-à-dire à peu près 27 fois la surface de la France. Les surfaces non cultivées, elles, vont représenter 3,4 milliards d'hectares. On a les prairies permanentes, les steppes, les parcours, les pampas. Vous voyez qu'il y a plus de surfaces agricoles non cultivées, qui servent à alimenter du bétail, que de surfaces cultivées. Si on prend l'agriculture et la foresterie ensemble, eh bien, elles consomment 2% de l'énergie totale consommée dans le monde. Donc c'est relativement modeste en fait, hein. Donc c'est pas un poste qui consomme le plus d'énergie par rapport à d'autres postes comme l'industrie ou le transport. Par contre, l'agriculture représente 95% des prélèvements d'eau mondiaux. Donc c'est un sujet qu'on abordera à nouveau plus tard, hein, mais la question de l'eau est un des enjeux majeurs de l'agriculture. L'agriculture, à l'heure actuelle, repose sur des consommations d'eau très importantes. Maintenant, quelles sont les cultures qui sont cultivées? Eh bien, la première information à l'échelle mondiale, c'est qu'en 2016, vous avez 5 cultures qui représentent 50% des surfaces cultivées. Donc le blé, avec à peu près 15% des surfaces cultivées, suivi du maïs, du riz, du soja, de l'orge, du sorgho et du colza. Et donc ces 5 premières cultures, du blé à l'orge, représentent 50% des surfaces cultivées. Donc ça, c'est une première information. L'agriculture est très peu diversifiée. Nos approvisionnements agricoles reposent sur un petit nombre d'espèces à l'heure actuelle. Les 50% des surfaces restantes représentent environ 150 cultures. On va trouver le sorgho, le millet, le coton, le haricot, le colza, la cacahuète, le tournesol, enfin l'arachide, tournesol, le manioc, l'avoine, etc. À l'échelle mondiale aussi, il faut comprendre que la notion de rendement est extrêmement variable. Il n'a pas vraiment de sens de définir le rendement d'une espèce au niveau mondial, puisque ce rendement évolue dans le temps, donc en fonction des techniques agricoles, et puis il est différent aussi selon les pays, en fonction des conditions climatiques, du niveau de technicité de l'agriculture dans le coin, etc., des pratiques agricoles. Donc vous avez ici le cas du maïs, le rendement donc en tonnes par hectare, en 1965 en bleu et en 2016 en orange, dans 2 pays, le Burkina Faso et la France. Et donc on voit effectivement que les rendements ont augmenté au cours du temps dans les 2 pays, mais qu'ils ont plus augmenté en France qu'au Burkina, donc pour des raisons tout simplement d'industrialisation du pays, mais aussi de climat. À l'échelle française, maintenant, là, ma source, c'est Agreste, l'édition 2020, donc, qui publie un fascicule auquel vous pouvez accéder d'ailleurs en ligne, très très instructif sur l'agriculture française. Donc c'est un document qui vaut le coup d'être étudié pour bien comprendre l'agriculture en France.
Eh bien, en France, les terres agricoles représentent 46% de la surface, c'est-à-dire 29 millions d'hectares, alors que c'était 34,5 millions d'hectares en 1950. Donc ici, on a un premier indicateur du fait que la SAU a eu tendance à baisser en fait à l'échelle nationale. Les surfaces cultivées représentent 31%, c'est-à-dire 19,6 millions d'hectares. On va trouver les terres arables, les vignes, les vergers. Et les surfaces toujours en herbe, 14%. Donc c'est 8,9 millions d'hectares de prairies permanentes, de parcours, d'alpage, etc. Dans le schéma ci-dessous, ce sera inclus dans la catégorie culture fourragère. Donc vous voyez ici une carte de France par département avec la part de surface agricole utile par rapport à la surface totale du département. Donc là, c'est tout à fait édifiant. On voit que l'agriculture est surtout présente dans le nord, l'ouest et le centre de la France. Donc ce sont, à l'exception évidemment de la région parisienne, hein, qui est urbanisée. Donc ça montre quels sont les départements, les zones en France dans lesquelles la surface est surtout utilisée pour l'agriculture. Si on regarde entre 1950 et 2019 en tendance, l'évolution des cultures, donc on a les grandes cultures dont la surface a augmenté, hein, passé de 34% à 45%, avec une surface totale de 11, quasiment 12 000 milliers d'hectares, 12 millions d'hectares à 13 millions d'hectares. Par contre, les cultures fourragères, les cultures permanentes et autres ont eu tendance plutôt à diminuer, à la fois en pourcentage et en valeur absolue. Donc on voit bien un changement des pratiques agricoles entre 1950 et 2019 qui s'est traduit par une augmentation des surfaces de grandes cultures et une diminution des cultures fourragères et permanentes. On peut noter également, sur le total de superficie agricole utilisée, que dans la dernière décennie, 2010-2019, on va dire, on a plutôt une inversion de tendance ou une stagnation. Donc ça aussi, ce sont des indications intéressantes qui peuvent... C'est peut-être l'amorce d'un nouveau phénomène pour les décennies à venir. On peut également représenter les surfaces selon leur usage socio-économique sur le territoire français. Donc c'est des moyennes 2017, 2018, 2019. Eh bien, on voit que l'agriculture représente 46% de l'usage des surfaces, les forêts avec la sylviculture 26%, et les autres activités 9%, et sans usage 19%. Ça va être les montagnes, par exemple. Donc l'agriculture représente une part très importante des surfaces, de l'utilisation des surfaces en France. On peut également regarder ça sous l'angle de l'occupation du sol, selon que ce sont des sols naturels, on en a pour 47% à peu près, des sols agricoles 44%, et des sols artificialisés 7,9%. Donc il y a quand même 8% de la surface qui a été bétonnée, drainée, etc. Donc c'est lié évidemment à l'urbanisation. Il est important de comprendre que certaines surfaces changent d'occupation au cours du temps. Donc ici, vous avez un exemple entre 2006 et 2013, des changements de surface en milliers d'hectares, donc qui sont indiqués, les chiffres qui sont indiqués au-dessus des flèches, entre les sols agricoles, qui ont perdu 469 milliers d'hectares, et les sols naturels et les sols artificialisés. Donc vous avez une part importante des sols agricoles qui sont redevenus des sols naturels. Donc des champs qui ont cessé d'être cultivés en gros. Et puis vous avez également un transfert vers les sols artificialisés, donc il y a une part non négligeable de sols artificialisés qui sont issus d'anciennes activités agricoles. Vous avez également dans le schéma de droite, par tranche de 2 ans, donc vous avez 2006, 2008, 2008, 2010, 2010, 2013, la part, donc l'évolution en milliers d'hectares des différents types de sols. Vous voyez que on a une augmentation des sols artificialisés et puis en tendance une diminution des sols agricoles, même si cette diminution a tendance à s'atténuer sur la période. On peut essayer aussi de localiser géographiquement ces grandes cultures, ces types de cultures de production végétale, en commençant à gauche par un schéma qui présente les grandes cultures par département.
Donc vous voyez aussi l'évolution dans le tableau dessous de ces différents types de cultures entre 1950 et 2019. Donc où se situent les grandes cultures, donc c'est-à-dire les céréales, oléagineux, protéagineux, cultures industrielles, pommes de terre et jachères, eh bien elles se situent dans les grandes plaines. Les grandes plaines du centre de la France, mais aussi la grande plaine du sud-ouest. C'est là que vous avez la part de grandes cultures la plus importante dans la SAU. On note une évolution entre 1950 et 2019 avec une tendance à l'augmentation des cultures de céréales, d'oléagineux et de protéagineux, une stagnation des cultures industrielles comme la betterave par exemple, et puis une diminution de la pomme de terre et des jachères, donc, qui sont liées à des évolutions de la demande, du marché, et des évolutions des pratiques agricoles. Si on regarde maintenant le schéma du milieu pour les cultures permanentes, donc on va avoir les vignes et puis les vergers, on voit que les vignes et les vergers se concentrent dans certaines régions qui sont particulièrement propices à la viticulture. Donc on va trouver le Rhône, la vallée du Rhône, la vallée de la Gironde, et puis tout l'arc méditerranéen. Donc là, on va avoir une activité de verger intense. On va trouver également l'Alsace, le Val-de-Loire et le Sud-Ouest, donc avec des cultures de vignes. La tendance, sur la période 1950-2019, c'est une tendance à la diminution des surfaces cultivées en vignes. On passe de 1500 milliers d'hectares à 794, donc c'est un changement radical, hein, c'est une diminution très forte. Mais on voit dans le même temps plutôt une augmentation des vins d'appellation. Donc ça montre... alors c'est à nuancer parce que sur la période 2000-2019, ça a tendance à rediminuer un petit peu. Mais ça c'est une tendance intéressante puisqu'elle montre que les vins sont montés en gamme, que les goûts des consommateurs ont changé, les stratégies de distribution aussi. Et donc on est passé d'une culture de vigne pour la production de vin en masse, du vin de table, qui correspondait à un usage particulier en France au milieu du siècle, à un usage beaucoup plus récréatif, occasionnel, mais avec des vins de qualité. On voit également une diminution de la surface cultivée en verger. On passe de 453 milliers d'hectares en 1950 à seulement 182 en 2019. Donc là, ce qui peut l'expliquer aussi, c'est la concurrence, en fait, hein, avec d'autres pays, la structure des marchés qui a évolué avec les politiques agricoles. Enfin, pour les prairies, dernier graphique à droite, eh bien, on voit que les prairies se concentrent surtout dans les zones de montagne, donc le Massif central, les Alpes, la Corse et les Pyrénées. La tendance générale entre 1950 et 2019, eh bien, c'est une diminution. On est passé de 17, voire quasi 18 millions d'hectares à 12 millions d'hectares en 2019. Je pense qu'il est intéressant également de regarder l'évolution de la forêt, parce qu'en France, c'est un sujet intéressant dans le sens où la forêt progresse. Hein. Vous avez ici donc un premier graphique à gauche qui montre en millions d'hectares les sols boisés, donc qui inclut forêt, bosquets, les haies et les alignements d'arbres. Vous voyez, c'est vraiment partout où il y a des arbres. En France métropolitaine, donc entre 1982 et 2018, donc on a une augmentation régulière de la surface en forêt, donc en arbres. Ça a augmenté quasiment d'1 million d'hectares sur la période. Si vous regardez le taux de boisement dans l'espace, eh bien, vous voyez des bois essentiellement alors à l'ouest dans les Landes. Donc là, c'est une forêt entièrement artificielle, entre guillemets, hein, donc une forêt de résineux, qui a été utilisée non seulement pour avoir du bois de construction navale à l'époque napoléonienne, ou c'était même avant, je ne sais plus, mais aussi pour assécher, donc drainer et assécher ces marécages. Et puis vous avez évidemment de la forêt dans les montagnes du Jura, des Alpes, du Massif central et des Pyrénées. Donc la forêt progresse en France, hein, c'est une bonne nouvelle, on va dire. Et il y a sûrement quelque chose à faire au niveau des énergies renouvelables avec le bois en France, la filière bois, dont l'inconvénient principal, si j'ai bien compris, est qu'il y a trop de petits propriétaires.
Donc il est difficile de faire une politique coordonnée, etc. Parce qu'il y a beaucoup de petits propriétaires, mais avec un système de loi intelligent ou de taxes ou au contraire de primes, etc. Eh bien, le bois de chauffage pourrait représenter quelque chose de tout à fait sérieux et conséquent en termes d'énergie renouvelable en France. Si on regarde maintenant ce qui est cultivé, hein, donc les grandes cultures, et vous voyez que 4 cultures, blé, orge, colza et maïs, représentent 53% des surfaces cultivées en 2016. Donc on a le même phénomène qu'à l'échelle mondiale. On a vraiment peu d'espèces qui représentent de très très grandes surfaces cultivées. Donc notre système agricole, en quantité, hein, en surface cultivée, repose sur un très petit nombre d'espèces, 4 en l'occurrence. Il faut bien comprendre aussi, c'est juste une illustration, ce sont des chiffres sans doute très datés, dans l'encart en vert, en bas à gauche, mais c'est très important de comprendre la différence entre la surface cultivée et l'importance économique d'une production végétale. Vous avez ici les exemples du blé, du colza, du maïs et du raisin, avec les surfaces cultivées en millions d'hectares, et à droite, le produit brut dans la colonne de droite en dollars, en gigadollars. Donc c'est en milliards de dollars. Eh bien, vous voyez que, par exemple, le blé représente 5,5 millions d'hectares cultivés pour un produit brut de 4,7 milliards de dollars, alors que le raisin, qui ne représente que 0,7 millions d'hectares, eh bien, fournit un revenu brut de 14,3 milliards de dollars. Donc en fait, d'un point de vue économique, la viticulture est plus importante que le blé si on raisonne uniquement en termes économiques. Donc vous voyez, la surface ne dit pas tout. Il faut aussi ensuite faire ce travail de regarder la valeur ajoutée, le fait de savoir si ce sont des cultures qui sont exportées ou consommées sur place, quel en est l'usage, est-ce que c'est pour nourrir du bétail, est-ce que c'est pour faire du pain, de la farine, etc. Alors, je vous suggère maintenant de regarder un documentaire en 2 parties, donc, qui traite des terres arables dans le monde et du marché des terres arables dans le monde. Donc le premier, donc les 2 sont issus d'une émission Le Dessous des cartes sur Arte, qui était une excellente émission, je crois qu'elle existe toujours, et donc qui est en 2 parties. Donc vous allez regarder ces 2 documentaires et on en discutera de vive voix lorsqu'on fera du présentiel.